Massa Khir, bonsoir. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut français d'Algérie, l'ambassade de France. Et souhaitons la bienvenue, bien sûr, à monsieur l'ambassadeur François Bouillette, qui, comme vous le savez, parle très bien arabe. D'ailleurs, il y a une partie de ce débat qui va être menée en arabe. Il est très à l'aise, autant en arabe classique qu'en dialecte maghrébin. Avant de donner la parole monsieur l'ambassadeur, de poser quelques questions. Il y aura aussi possibilité pour le public présent de poser des questions, autant en arabe qu'en français. حاضرون في القاعة ممكن يطرحوا الأسئلة بالعربية والفرنسية سبيل لنا السبيل كما تعلمون يبقى اللغة العربية. Monsieur François Bouillette, donc, est ambassadeur de France, représentant de la République française. Petite biographie pour me présenter, que vous ayez une idée. Je pense que certains qui l'ont vu dans les débats sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur notamment les radios tunisiennes, vous avez fait des interviews, ont une idée sur lui. M. Bouillette est né le 17 juin 1956 à Vincennes. Il est marié, il a 3 ans. Il a pour les diplômes une maîtrise de droit public, diplômé supérieur de l'Institut national des langues et civilisation orientale, c'est le fameux INALCO en arabe. Il a aussi un diplôme de traducteur arabe-français. Il a occupé plusieurs postes avant d'arriver en Algérie. Le dernier poste c'était à Tunisie, ambassadeur. À Riyad, oui c'est à Riyad, c'est en Arabie Saoudite. Avant c'était la Tunisie, mais avant, M. Bouillette a commencé au début des années 80, en 1981, était 3e puis 2e secrétaire à l'ambassade à Tripoli, en Libye, premier secrétaire à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre 1983 et 1985. Il a été 2e conseiller à Nicosie à Chypre entre 1985 et 1987. Et puis après, il est revenu à l'administration centrale du ministère français des Affaires étrangères entre 1988 jusqu'à 1990. Donc, je pense que c'était dans la division Europe. Après, il est revenu donc, aux ambassades, avec l'ambassade de France en Syrie, à Damas, premier conseiller entre 1990 et 1983. Il est revenu ensuite au ministère des Affaires étrangères, cette fois-ci dans les services presse, comme sous-directeur, entre 1993 et 1996. Et puis, ministre conseiller à l'ambassade de France en Turquie, à Ankara, entre 1996 et 1997. À partir de 1997, M. Bouillette était conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur. À l'époque, je pense que c'était Jean-Pierre Chevènement, dans le gouvernement Jospin. Et là, le premier poste d'ambassadeur, c'était à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, à partir de 2001 jusqu'à 2005. Ensuite, ambassadeur chargé du processus de Barcelone, méditerranéen, entre 2005 et 2008. Ambassadeur à Tripoli, en Libye, entre 2008 et 2011. Ensuite, ambassadeur en Tunisie, voisine, entre 2012 et 2016. Et dernier poste, c'était ambassadeur de France en Arabie Saoudite, à Riyad. M. Bouillette a reçu plusieurs distinctions. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Il est officier de l'Ordre national du mérite. Il est également commandeur du Wissam Alamut, c'est au Maroc. Il est grand officier de l'Ordre de la République tunisienne. Il a reçu aussi des décorations aux Émirats arabes unis. M. Bouillette, en plus de l'arabe et du français et de l'anglais, il parle également le grec et le turc. مرحبا بك سي الامباسادور. مرحبا بكم. راني فرحان بزاف باش نكون معكم اليوم في المعهد باش يعني نتبادل يعني الآراء والأفكار والذكريات تاعهم. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, on va vous poser quelques questions, un petit échange, et puis on vous donnera la parole à la salle pour poser des questions. Probablement qu'on ne va pas utiliser le micro, comme vous comprenez dans les circonstances de santé, donc on vous demandera après de lever seulement la voix pour qu'on puisse écouter vos questions, qu'on attendra avec impatience. Alors, je voulais une première question, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue d'abord en Algérie. C'est votre première sortie publique, il me semble. Après la vidéo que vous avez diffusée, que l'ambassade a diffusée, votre mot que vous adressez aux Algériens pour ce poste en Algérie. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, parce qu'on sait que vous étiez dans les années 70, vous venez beaucoup pour les vacances. Cette affectation de l'Algérie, donc, quelle signification
a-t-elle particulière pour vous? Et est-ce que vous connaissez déjà dans l'Algérie, on a parlé des années 70, c'était au début des années 70, il me semble. Oui, je suis venu au monde arabe, à la culture arabe, par l'Algérie. C'est un parcours singulier parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu des arabisants, des orientalistes, je sais que ce mot est souvent frappé d'une connotation péjorative en Orient, mais en tout cas, les arabisants français, rares sont ceux qui sont venus à l'arabe et à la culture arabe par le Maghreb et en particulier par l'Algérie. Je dirais qu'aujourd'hui, dans la génération post-indépendance, post-coloniale, les gens de ma génération les plus jeunes, au moins 90% sont venus à l'arabe par le Moyen-Orient, par le Liban, par l'Égypte, par la Syrie, et toute petite minorité, parfois venait par la Tunisie ou le Maroc. Il y avait l'Institut Bourguiba où on pouvait apprendre l'arabe. Moi, j'ai eu, je dirais, la chance, le privilège, l'occasion en tout cas, de découvrir l'Algérie à la fin des années 60, en 1969, où j'avais accompagné mes parents, mon père qui avait vécu toute son enfance au début des années 40 en Algérie, en Kabylie, à Constantine et à Alger, avait souhaité renouer avec ses amis algériens, et donc je les ai accompagnés, j'étais adolescent, et voilà, j'ai été accueilli dans des familles algériennes où je me suis ensuite rendu chaque année, pendant des années, je passais tout l'été à Alger, puis un petit peu en dehors d'Alger, Lida notamment, chez des amis algériens, donc je me suis comme ça, avec le temps, familiarisé avec leur culture, leur langue, leurs habitudes, leurs coutumes. Et j'ai commencé à apprendre l'arabe parlé, dialectal bien sûr, et puis ça m'a donné envie ensuite, après mon baccalauréat, de faire de l'arabe sérieusement à l'université, tout en continuant à m'intéresser aux dialectes du Maghreb, algérien, marocain en particulier. Vous connaissez aussi le langue amazigh? Alors je connais quelques mots de kabyle parce que mon père a été élevé tout petit à Agbou d'abord, puis à Bougie, où il a vécu toutes les années de guerre, la Seconde Guerre mondiale. Bon, ce n'était pas une famille de pieds noirs. Hein. Mon grand-père était un cadre d'une banque française à Paris qui avait été envoyé dans le département de Constantine pour diriger des agences. Voilà, d'abord à Agbou, puis ensuite à Bougie, c'était déjà une promotion, puis Constantine, je crois que c'était encore une promotion, puis à Alger, c'était encore une promotion, puis ils sont partis bien avant la guerre d'indépendance, ils sont partis au début des années 50. Mais mon père a été toujours marqué par cette enfance algérienne, il parlait kabyle, enfin, pas couramment, mais il parlait assez bien, il parlait l'arabe dialectal aussi, donc il m'a transmis, je dirais, cet intérêt voilà, pour la langue arabe, et quelques mots de kabyle. Par exemple, je sais dire je ne sais pas dire grand-chose de plus. Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez parfaitement la Libye, parce que vous avez été plusieurs fois là-bas, en poste et également en Tunisie. Est-ce que venir en Algérie est une continuité pour vous, pour le Maghreb? C'est un couronnement dans une carrière. Bon, évidemment, je dirais, dans la nomenclature des postes diplomatiques pour la France, l'Algérie est évidemment un poste de première importance. Donc, mais pour moi, c'est aussi une boucle qui se boucle, parce que ça sera mon dernier poste de ma carrière, et c'est ici que j'ai commencé, non pas ma carrière, mais que j'ai commencé, je dirais, ma fréquentation du monde arabe, de la culture arabo-musulmane, disons-le aussi, et donc je reviens, voilà, tant d'années après, parce qu'au fond, je dirais, mes derniers séjours en Algérie, comme visiteur, comme touriste, remontent à la fin des années 70, et ensuite, pendant une quarantaine d'années, je n'y suis revenu que très peu souvent. J'y suis revenu 2 ou 3 fois. Enfin, j'y suis revenu à titre professionnel quand je servais effectivement au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, parce qu'à la fin des années 90, nous avions évidemment une relation assez forte avec les autorités algériennes. Donc je suis venu à titre, j'ai accompagné Jean-Pierre Chevènement ici lors de sa visite, j'ai été reçu par le président Bouteflika longuement. Et voilà, donc je venais aussi dans le cadre de la mission, mais à titre personnel ou privé, je suis très très peu revenu. Donc je suis revenu dans un pays qui est à la fois le même et différent de celui que j'ai connu. Il faut comprendre que l'Algérie où je venais au début des années 70, où je passais tous les mois d'été à Alger, à El Biar, était encore, je dirais, on était encore tout près de l'indépendance. C'est-à-dire que
l'influence culturelle et linguistique de la France était encore très prégnante, très forte, plus qu'aujourd'hui, même si elle n'a pas disparu. Et moi, ce dont je me souviens surtout de cette époque, c'est que je me sentais tout à fait à l'aise dans un milieu algérien, bon, qui était francophone, mais on parlait aussi arabe et kabyle. Mais que quand j'allais dans la rue, quand je sortais, je ne me sentais pas du tout étranger. J'étais bien sûr étranger, mais je ne me sentais pas, je n'avais pas de sensation d'exotisme particulier. Et je me rappelle surtout lorsque l'on a constaté ensuite combien les choses ont été difficiles sur le plan de la sécurité. Bien sûr, je parle des années 90, on faisait déjà les années 80, il y avait quand même c'était moins facile que lorsque je venais au début des années 70. Je descendais, je me rappelle, de la place Kennedy, puisque mes amis habitaient près de là, et je descendais à pied au centre-ville, au tunnel des facultés, puis je remontais en bus tout seul, comme ça, sans jamais avoir éprouvé le moindre problème. Vous savez, dans les années 70 et même après, vous avez eu quand même le temps de mieux connaître la culture algérienne, le patrimoine algérien. Quand on parle de ça, ça vous évoque quoi? Écoutez, oui, c'est un pays qui m'intéressait, où je venais souvent, donc je me suis intéressé forcément, et au travers de mes études, notamment, bien sûr, à la langue, au patrimoine culturel. Donc, je suis un grand mélomane, donc je suis venu à la musique arabo-andalouse et aux différentes musiques d'Algérie, voilà, progressivement. Mais il y avait le cinéma. Il y avait le cinéma. Je me rappelle, effectivement, bon, on parle souvent de la Palme d'Or des années de Braise, Ciné del Djimaj. Mais il y avait surtout ce magnifique film de Mazar Alouache, qui a été en 75 ou 76. Un film vraiment, je trouvais, qui était très représentatif de ce que l'on faisait à ce moment-là en Algérie. Et puis il y avait la chanson, la musique, bien sûr, mais la musique, je me souviens aussi que j'étais un auditeur de la chaîne 3 lorsque je venais ici. Alors à l'époque, on passait beaucoup les chanteurs qui étaient des chanteurs qui sont totalement oubliés en France. Je me rappelle qu'il y en avait un qui passait très très souvent sur la chaîne 3 qui ne passe plus jamais en France, c'est Georges Chelon. Pour les plus anciens, c'est un nom qui dirait quelque chose, les plus jeunes, je crois qu'ils l'ont complètement oublié, en France comme en Algérie d'ailleurs. Mais voilà, je suis venu aussi à la musique algérienne à travers un homme à qui je rendrai hommage, parce qu'il est décédé il y a bien longtemps, qui était un ami de Tlemcen, qui s'appelait Najib Boutsmen, et qui m'avait initié à la musique arabo-andalouse à l'école de Tlemcen. Et puis ensuite, voilà, je me suis beaucoup intéressé. J'ai acheté toute la collection des 33 tours de l'époque des festivals de musique andalouse d'Alger de 66, 69, 72, et que j'ai longtemps écouté, avant que ensuite, bien sûr, le support du CD permette d'avoir accès, et puis maintenant YouTube, à l'état de trésor. Justement, quels sont les artistes, écrivains qui vous ont un peu marqué? Je parle de l'artiste et écrivain algérien. Écoutez, les artistes et écrivains en particulier algériens, alors bon, je ne vais pas revenir sur Camus parce qu'il y a tout un débat, Camus était-il ou non algérien, c'est pas le sujet. Les écrivains algériens d'après l'indépendance, bien sûr, il y a ceux que l'on connaît surtout en France, mais je pense à des écrivains de la jeune génération qui m'ont, je dirais, impressionné par la qualité de leur écriture et puis l'originalité de leur... Par exemple Kawthar Adimi, par exemple, c'est une jeune femme, vraiment très jeune, je crois, je ne connais pas, mais qui a écrit ce livre magnifique dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. Le titre de dessin, Pardon? Nos richesses. Nos richesses, absolument. C'est la librairie algérienne. Absolument, remarquable, tout à fait. Bon, évidemment, il y a des grands écrivains, des grands auteurs algériens très connus en France, mais je ne les citerai pas parce qu'on les connaît tous. Je m'intéresse plus à d'autres comme ce garçon Samir Toumi, c'est ça, qui a écrit également un livre que j'avais acheté à Tunis. D'ailleurs, quand j'étais à Tunis, il était venu pour une conférence dans un espace culturel à Marsa, et nous l'avions rencontré à ce moment-là. Et puis bon, beaucoup d'autres, bien sûr, puis les grands anciens, qui étaient Yassine Ma'amari, et d'autres aussi, d'autres grands intellectuels qui sont des écrivains comme Ahmed Arfoun, dont on va fêter bientôt le centenaire d'ailleurs, et voilà, une multitude d'autres. Vous avez parlé tout à l'heure de Blida, vous êtes venu dans les années 70. Alors, quelles sont les régions d'Algérie que vous souhaitez visiter dans la culture? En fait, j'en connais peu, à vrai dire, parce que le paradoxe, c'est que je suis venu pendant
dizaine d'années, presque chaque année en Algérie. Mais je sortais assez peu de ce milieu d'Alger, parfois de Blida et puis de la côte, où je me rendais. Je suis allé une fois, effectivement, accompagner mon père à Béjaïa, parce que c'était la ville où il avait grandi, et puis on s'était baigné dans la baie des Iguanes, je m'en souviens, c'est un magnifique endroit. On était allé aussi à Sidi Ali, je crois. Mais je ne connais pas encore Constantine, je ne connais pas encore Annaba, je vais m'y rendre, et puis je me rendrai à Oran et Tlemcen prochainement, que je ne connais pas non plus, même si j'ai avec Tlemcen une relation, je dirais, particulière, parce que m'étant beaucoup intéressé à la musique et au répertoire et au Hawzi, j'ai beaucoup d'amis tlemceniens, et je n'y ai jamais mis les pieds, donc ce sera pour bientôt. Mais j'espère aussi aller dans le sud lorsque les vols reprendront, parce qu'il n'y a pas de vol intérieur. J'ai quand même fait un beau voyage en 78, je me souviens, en car, un voyage organisé dans la petite boucle du sud. On avait fait Biskra, Toul, Teloued, les Oasis, mais je ne connais pas le Grand Sud. Je veux dire que j'ai le privilège aussi de me rendre dans le Grand Sud libyen, près de Rat, là, près du Niger, qui est exceptionnellement intéressant, mais on me dit que le côté de Tamanrasset, c'est pas mal non plus, donc j'espère pouvoir y aller, dans le Hogar. Monsieur l'ambassadeur, on va parler, si vous voulez, de la coopération culturelle entre l'Algérie et la France. Quelles seront éventuellement vos priorités en matière de coopération? Écoutez, il y a des priorités, c'est d'abord évidemment la coopération éducative, la coopération en matière d'enseignement supérieur, la coopération en matière de formation professionnelle. Je crois qu'il y a de grands besoins. Après, nous n'imposons rien, c'est aux Algériens d'exprimer leurs besoins, leurs souhaits, et nous y répondons dans la mesure de nos capacités. Nous avons un budget de coopération important, qui est vraiment un des plus importants au monde. Nous sommes en appui aussi à toutes au système d'enseignement, au système éducatif. Nous avons aussi un système de bourse où bénéficient des étudiants algériens. Bon, il y a évidemment un fil conducteur dans cette perspective qui est l'employabilité, parce qu'on souhaite que l'accent soit mis justement sur la formation professionnelle pour que les Algériens, les jeunes Algériens puissent trouver un emploi. Ça les outils pour effectivement l'avenir, voilà, ça c'est le premier, c'est la première priorité. Après, il y a évidemment la promotion de la langue française, la francophonie. Alors je sais que l'Algérie n'est pas membre de l'OIF, n'est pas un pays francophone institutionnellement, mais c'est un pays francophone. C'est un pays observateur. Oui, il est observateur, absolument. Il n'est pas membre de la francophonie institutionnelle au sens institutionnel du terme, mais pour autant, c'est un pays francophone. Il suffit de se rendre, je dirais, dans les rues d'Alger, de voir les vitrines à Alger, ou même, voilà, pour s'apercevoir que le bilinguisme est une réalité. Le trilinguisme, d'ailleurs, d'ailleurs, je crois que c'est une des richesses d'ailleurs des Algériens, c'est de maîtriser plusieurs langues. Maîtriser plus ou moins, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux maîtrisent effectivement, bien sûr, l'arabe, le berbère, le français, et puis d'autres langues maintenant, l'anglais, avec les Chinois aussi, développer l'enseignement de leur langue, c'est partout. C'est même je viens d'Arabie Saoudite, et on voit aussi se déployer tout le soft power chinois, y compris en matière d'éducation, puisqu'ils ont introduit maintenant l'enseignement du chinois. Bon, mais voilà, c'est peut-être un peu une mode. En tout cas, oui, donc ça c'est effectivement une seconde priorité. Puis la troisième, c'est, je dirais, l'appui au secteur culturel, qu'il s'agisse de l'édition, du livre, voilà, la création artistique, la musique, voilà. Donc moi je souhaite en tout cas que l'Institut français qui nous héberge et qui est un lieu de rencontre pour la jeunesse, pour les Algériens, l'Algérie générale, les jeunes en particulier, et un lieu d'échange s'ouvre davantage au pays d'accueil, à sa culture. Voilà. Bon, moi j'ai la chance de m'intéresser à la musique, donc c'est vrai que je ferai en sorte qu'il y ait peut-être davantage d'artistes, de musiciens algériens qui se produisent, mais je pense aussi à des conférences qui pourront se... Est-ce que vous m'entendez? Pardon, parce que je ne parle peut-être pas assez dans le micro. Mais des conférences en langue arabe, par exemple. Il me semble qu'il peut y avoir des conférenciers français arabophones qui peuvent venir... L'Institut français.
à l'Institut français d'Alger, parce qu'il y a un public arabophone qui ne maîtrise pas complètement tous les codes, peut-être, de la langue française et qui ne doivent pas se sentir exclus des activités que nous organisons, qui sont quand même importantes. Je crois que 500 actions, à peu près, menées par nos instituts. On a 5 instituts culturels, comme vous le savez, celui-ci, bien sûr, mais Oran, Constantine, Annaba et Tlemcen, et il y a beaucoup d'activités qui se déroulent, évidemment, pas pendant la crise sanitaire, mais et puis bon, sur des instituts où aussi l'enseignement de la langue française attire beaucoup de jeunes, de moins jeunes, parce que c'est aussi une façon pour eux d'obtenir des diplômes, des certificats qui leur seront utiles pour l'avenir. Quand vous pensez à des conférenciers arabophones, est-ce que vous avez des noms en tête? Écoutez, oui, j'ai des noms en tête, même si ça n'a pas été formalisé, mais je pense à des conférenciers capables de faire une conférence en arabe, conférenciers français ou en tout cas vivantes en France et qui ont cette capacité, ils ne sont pas très nombreux, mais je pense à des conférenciers comme Alain Grèche, par exemple, qui a été longtemps directeur du monde diplomatique et qui maintenant dirige le site Orient 21. Je pense à Gilles Kepel, qui est un islamologue connu et qui est capable tout à fait de faire des conférences aussi sur des questions, je dirais, contemporaines. Je pense enfin à quelqu'un comme Slimane Zerido. Voilà, je pensais à Slimane, qui alors est un conteur en français, mais je crois qu'il est tout à fait capable aussi de faire une conférence en arabe. Voilà, et puis d'autres peut-être. Vous avez parlé du réseau des instituts français d'Algérie, à Tlemcen, Oran, Annaba, etc. Quel rôle rejouer ces instituts dans le futur en Algérie, en plus de ce que vous avez expliqué? Eh bien, moi je crois qu'effectivement, ils doivent aussi s'ouvrir davantage à la culture algérienne, aux artistes algériens. Il faut que ce soit plus interactif. Ce n'est pas une critique par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Je crois que c'est important que nous assurons la promotion de la culture française, mais nous devons aussi tenir compte des réalités qui sont que il y a un public arabophone qui est moins à l'aise en français, même si tout le monde parle plus ou moins français, mais qui sera peut-être davantage motivé en venant à l'Institut culturel à Tlemcen ou Constantine ou ailleurs, s'il y a effectivement des artistes qui s'expriment dans sa langue, des conférenciers. Vous êtes vous-même traducteur et vous avez parlé du livre. Je ne suis pas traducteur, j'ai fait des études de traduction. Ouais. Est-ce que pour vous, il faut encourager le mouvement de traduction? Parce que le mouvement est plus arabe vers le français que français vers l'arabe, notamment pour les livres. Je crois que les deux sont indispensables. Du français vers l'arabe pour faire connaître, de l'arabe vers le français pour faire connaître aux Français la littérature algérienne de langue arabe, qui est très très peu connue en France. De façon générale, la littérature arabe écrite en arabe dans le monde arabe est peu connue, sauf à travers la traduction. Bon, évidemment, il y a les grands Égyptiens, les grands écrivains égyptiens du passé, Naguib Mahfouz ou Laswani aujourd'hui, d'autres qui sont quelques écrivains syriens ou autres qui sont connus, mais les écrivains algériens de langue arabe sont très peu connus en France, et la traduction en français de leurs ouvrages serait une bonne chose. Je crois que ça existe d'ailleurs, mais on devrait peut-être pouvoir faire un effort, et puis dans l'autre sens, naturellement, tout ce qui peut contribuer à faire connaître, pour le débat d'idées, parce que le débat d'idées, c'est aussi un des axes fondamentaux de la diplomatie culturelle française aujourd'hui. D'ailleurs, on organise chaque année dans tous les instituts culturels, les centres culturels, ce qu'on appelle la nuit des idées. On a même fait venir, quand j'étais à Riyad, Moraes Majd, qui est un poète tunisien, qui est parfaitement bilingue d'ailleurs, et qui a pu réciter des poèmes dans les deux langues. Voilà, donc il faut qu'il y ait toujours cette interactivité entre le français et l'arabe. Je trouve que cette interactivité entre le public et les participants, donc ça doit... Voilà, il me semble que c'est le cas qu'on doit se fixer.